D'abord, M. Manoj Munubai, le porte-parole de la MONUSCO, qui est en direct au téléphone de Kinshasa. Bonjour, M. Munubai. Bonjour, M. Foka. Second invité de ce plateau, M. René Abangui, le président de la délégation du M23 à Kampala. Le M23, l'un des mouvements des groupes armés qui, justement, occupe une partie de l'est du pays. Bonjour, M. Abangui. Bonjour. Mwenze Kongolo, l'ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila, qui avait lui aussi pris le pouvoir à Kinshasa par les armes en 1997, après être parti avec l'aide du Rwanda de l'est du pays, est lui aussi au téléphone en direct de Lubumbashi. Bonjour, Monsieur Kongolo. Bonjour. Je rappelle, Monsieur Kongolo, que vous étiez également le ministre de la Justice de RDC. Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président de l'Union pour la nation congolaise, est notre quatrième invité. Il est en direct de Kinshasa. Bonjour, Monsieur Kamerhe. Bonjour, Monsieur Alain Foka. Autre invité de ce débat africain, lui aussi, au Congo, en direct de Goma, Maître Omar Kavota, le vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Bonjour, Maître Kavota. Bonjour. Plus de 50 ans après son déploiement au Congo, comment expliquer que rien n'est vraiment évolué dans le bon sens dans l'est du pays? Ma question est d'abord adressée à M. Munubai, le porte-parole de la MONUSCO. Je pense que ce n'est pas une inefficacité de la MONUSCO. La MONUSCO, qui est l'expression de la communauté internationale pour accompagner le processus de paix en République démocratique du Congo et surtout tous les acteurs politiques, a fait ce que son mandat, lui, a toujours demandé de faire. Et je suis content de voir que nous avons avec nous le président Kamerhe, qui depuis le début de ce processus de paix a aussi travaillé avec la MONUSCO pour pouvoir apporter la paix en République démocratique du Congo. Je pense que la question, c'est de demander aux acteurs politiques congolais pourquoi ils n'ont pas encore réussi à s'entendre pour amener une paix durable en République démocratique du Congo. Alors avant de leur poser la question, j'ai envie de comprendre. On déploie 17 000 personnes dans un pays pendant aussi longtemps et on n'arrive même pas à maintenir la paix, même s'ils ne s'entendent pas. Est-ce que déjà il n'y a pas un problème? Ça coûte beaucoup d'argent aux Nations Unies d'avoir autant de personnes. Comment expliquer qu'on n'ait même pas pu arrêter cette instabilité? D'abord, il faut reconnaître que la plus grande partie de la République démocratique du Congo connaît la paix aujourd'hui. L'insécurité continue et persiste dans une bande qui est à l'est de la République démocratique du Congo, qui va peut-être du nord Katanga jusqu'à Dungu. Mais la plupart de la République démocratique du Congo vit en paix. C'est-à-dire que ces 17 000 soldats n'aient pas pu ramener la paix dans une bande aussi étroite. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Quand vous parlez d'une bande étroite, je pense que cette région est plus grande que plusieurs régions européennes, plusieurs pays européens mis ensemble. C'est vrai. C'est une région difficile, d'accès très difficile, il n'y a pas de moyens de communication ni par la route et par conséquent les mouvements des troupes sur le terrain est extrêmement difficile. Alors avant de parler de la responsabilité même des hommes politiques comme vous l'évoquiez à l'instant, j'ai envie de poser la question justement à Vital Kamerhe de savoir quel regard il porte sur cette MONUSCO qui est sur place, qui coûte de l'argent, qui voit violer des femmes, qui voit des enlèvements, qui voit des enfants enrôlés de force. Quel jugement avez-vous? Je voudrais dire d'abord la première responsabilité, elle doit être celle des dirigeants congolais, de la classe politique congolaise. Mais nous ne sommes pas un pays sous tutelle pour pleurnicher tout le temps en direction de la MONUSCO. Moi, je me souviens très bien. De la même façon qu'aujourd'hui, on est en train de créer la MONUSCO, nous étions hésitants avant de donner l'étroite et la collaboration voulue à la MONUSCO. Mais le mandat de la MONUSCO, comme l'a dit M. Munubai, c'est un mandat qui est voté par une résolution du Conseil de sécurité. Mais nous devons, nous, gouvernement congolais, opposition politique, nous rapprocher davantage et savoir que ces pays, il nous appartient à nous. Et nous lever et dire, trop c'est trop, depuis 1960, au même niveau que le Canada, la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous sommes les derniers de la planète. C'est inacceptable. Nous devons nous comprendre que le pays nous appartient et ne pas continuer chaque fois à pointer du doigt l'autre et voir la misère du Congo, l'enfer du Congo chez l'autre. C'est d'abord nous devons faire du Congo ce que nous voulons. Une vision partagée du Congo. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand dans un pays des forces ne s'entendent pas, quand dans un pays des groupes armés interviennent, on voit arriver le gendarme, on voit arriver les casques bleus sur place, on a au moins la paix pendant un moment. Mais comment expliquer que pendant que la MONUSCO est là, il y ait encore prolifération des groupes armés? Il y a eu rupture du pacte républicain. Nous avions signé le 17 décembre 2002
à Sun City, l'accord global et inclusif. Jean-Pierre Bemba, Roubero, Kabila, Yerodia et Zaïdi Ngoma et tous les composantes congolaises nous sommes retrouvés dans les mêmes institutions. Mais nous nous sommes limités seulement à nous positionner politiquement, à organiser l'élection présidentielle, législative nationale et provinciale. On a oublié qu'il fallait continuer le processus, notamment en mettant en place une armée républicaine, une justice qui va sanctionner tous les vents en guerre. On a laissé faire et aujourd'hui ça nous rattrape. On a même brisé le pacte républicain puisqu'on a révisé la Constitution de façon cavalière. Rien que pour gagner les élections, on hypothèque l'avenir de tout un peuple. On viole les femmes, on tue, les gens se déplacent. Le gouvernement congolais fait des rapports comme quoi tout marche très bien. Moi, je crois que nous devons nous lever et parler et regarder dans la même direction, celle du changement. Nous devons tout changer. Alors, je me retourne vers Maître René Abangui, qui est le président de la délégation du M23 à Kampala en ce moment, en Ouganda. Donc, l'un des mouvements armés dans la région. Qu'est-ce qui vous fait prendre les armes? Qu'est-ce qui fait que, devant la MONUSCO, qui est là pour amener la paix, vous soyez même carrément aujourd'hui en train d'appeler à ne pas leur permettre d'évoluer sur le terrain, à même bloquer certains de leurs camions? Premièrement, la MONUSCO est en train de faire rater un tournant au peuple congolais. La MONUSCO n'appuie pas le peuple, il appuie un régime. Et comme le disait le président Vital Kamerhe, un des plus corrompus de la planète. Avec l'argent du contribuable américain et européen, on prend cet argent, on met au service d'un régime et que le régime appauvrit ses propres citoyens. Ce n'est pas acceptable. L'histoire dira que des millions de citoyens qui prennent leurs taxes aura servi seulement au renforcement de la dictature au Congo. Et donc, il aurait fallu franchement que la MONUSCO soit à l'écoute du peuple et non d'un régime. J'ai fait cette différence, elle est fondamentale. Ceci dit, ne prenez pas un détail, ça fait des années quand même qu'on est avec la MONUSCO. On voit des camions, les chauffeurs disent que ces camions appartiennent à la MONUSCO. Ils n'ont aucun écrit, rien ne montre qu'ils sont vraiment de la MONUSCO. Et quand on demande de vérifier ce qui est dedans, et tout est scellé, on ne peut pas ouvrir les carrosseries. Alors on a demandé que la MONUSCO vienne et qu'on vérifie et puis que le camion parte. C'est pas un drame, c'est pas une histoire compliquée. Prenons plutôt des choses structurelles et non des choses contingentes comme celle-là. On a le porte-parole de la MONUSCO au téléphone, M. Mounoubaï. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que cela suscite en vous? Quand vous entendez le M23 dire que vous loupez un tournant et que ces camions, on n'est même pas sûr que ce soit les vôtres. D'abord, rater au tournant. Non, nous n'avons pas raté un tournant. Nous sommes ici depuis, comme vous le dites, plus de 10 ans. Nous tirons les leçons de ce qui se passe sur le terrain. Nous voyons qu'il y a ces acteurs politiques qui ont signé des actes qui ne les respectent pas, qui continuent toujours à prendre des armes contre ce peuple qu'ils prétendent défendre. Nous avons entendu le cri de ce peuple qui, pendant très longtemps, a demandé à la MONUSCO pourquoi vous ne prenez pas des armes contre ces groupes armés qui nous insécurisent, qui nous mettent sur la route, qui font de nous des déplacés dans notre propre pays, et nous les avons entendus. Aujourd'hui, la mise en place de cette brigade d'intervention, c'est justement pour répondre positivement à l'appel de ce peuple et de cette population de l'Est de la République du Congo pour les aider à retrouver une paix, nous espérons, durable. Monsieur Abangui, est-ce que ce n'est pas normal qu'à un moment donné, on mette un terme à la prolifération des groupes armés dans l'Est du Congo? Comment peut-on penser qu'on va toujours laisser proliférer ces groupes armés? C'est évident. Nous ne sommes pas les multiplicateurs des groupes armés. Plus de la moitié de la quarantaine des groupes armés, ce sont des forces qui travaillent pour le gouvernement. Ils ont été créés par le gouvernement avec une idéologie pro-gouvernementale. C'est quelque chose de très connu. La MONUSCO casse certaines choses. Le porte-parole, s'il le sait, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ces groupes armés sont des forces supplétives de l'armée nationale. C'est connu. En fait, tout ce qui arrive au Congo, c'est essentiellement suite à l'échec du gouvernement, parce que le gouvernement est corrompu, c'est tout. Monsieur Abangui, l'autorité de l'État. Mais quel État on veut étendre? Quelle gouvernance on veut étendre? Monsieur Abangui, lorsqu'un gouvernement est corrompu, doit-on recourir simplement aux groupes armés pour prendre le pouvoir? Doit-on laisser les groupes armés prendre le pouvoir? D'abord, je vous interdis de faire de moi un porte-parole des groupes armés. Non, j'ai un mouvement auquel j'appartiens, ne me demandez pas de parler pour les groupes armés. Alors le M23 est un groupe armé, non? Non, écoutez, le M23 est un mouvement qui
qui a ses revendications, que la région du Grand Lac a reconnues comme ayant des revendications légitimes, qui faisait partie, par exemple, la branche militaire faisait partie de l'armée, qui s'est vue assassinée de manière ciblée, et qui donc tient à ce qu'il y ait une réconciliation nationale, qui se bat pour la survie des personnes visées pour leur identité et pour en même temps la réconciliation de toutes les communautés à l'Est et dans le pays. Donc il ne faut pas faire du moi un porte-parole de 40 groupes armés. Alors on va poser la question à Maître Omar Kavota, qui est vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Comment il vous perçoit? Pour vous, le M23 est un groupe armé. Quels sont les groupes armés pour vous dans cette région du Nord Kivu? Non seulement il est groupe armé, mais il est force négative. Il est une force de déstabilisation de la paix et de la sécurité à la province du Nord Kivu. Parce que à la suite de son activisme, des millions de personnes sont aujourd'hui déplacées, des milliers de personnes sont tuées, d'autres violées et d'autres sont sans abri. Donc nous pensons qu'on doit en finir avec les groupes armés. Et en tête des listes, le M23 et les autres comme le FDLR et les miliciens Maïmaï qui pilulent ça et là à travers la province. Donc pour vous, cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de faire une brigade pour lutter contre ces groupes armés, ça se justifie totalement? Naturellement, la société civile du Nord Kivu a accueilli favorablement l'adoption de cette résolution parce que pour nous, cette résolution consacrant à la voie de la brigade d'intervention des Nations Unies ici à l'Est répond à un besoin, celui d'imposer la paix. Parce que nous venons de traverser 20 ans de guerre, et nous pensons que c'est trop, il faut qu'on en finisse, il faut imposer la paix et la sécurité. Monsieur Mwenze Kongolo, vous qui regardez cela de Lubumbashi, quel point de vue vous pensez qu'il faut lutter contre ces groupes armés, que les Nations Unies doivent véritablement, comme ils viennent de le décider, changer de stratégie? Non, mais moi, sincèrement, je n'appelle personne ici groupe armé. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que nous sommes dans une situation où le pays n'est pas gouverné, le gouvernement n'est pas au pays, et chacun se débrouille comme il veut. Ça, c'est ça, en fait, le problème que nous sommes en train de traverser. Lorsqu'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de pouvoir dans un pays, et c'est ce qui arrive. Les groupes peuvent s'organiser, et puis ce qui est important. Mais on a l'impression que vous comprenez qu'il y ait des groupes armés qui se constituent dans cette situation-là. Non, je comprends, moi, parfaitement que chaque citoyen a droit de pouvoir réclamer ses droits. Ça, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dit. Par les armes, monsieur Kongolo? Pour avoir été un des groupes qui a réclamé ses droits. Et ça, oui, puisque Laurent Désiré Kabila est arrivé par les armes aussi à Kinshasa. Tout à fait. Oui, parce que le peuple avait le droit d'être libéré. Et ce droit-là, personne ne peut l'aliéner dans ce monde, même pas l'ONU. Bien sûr que les recours aux armes, ça doit être le dernier recours, ça je suis d'accord. Et puis dans le même temps, vous avez pris les armes, vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez été également chassé par les armes finalement. Est-ce qu'on va recommencer à chaque fois? Je ne sais pas si ce que vous voulez dire, nous avons été chassés par les armes, mais moi je constate que le RCD qui nous a attaqués et qui a senti que c'était ses droits de nous attaquer, n'a jamais été à Kinshasa, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui. Donc, cela s'était passé par des moyens négociés. Et c'est ça qui doit être encouragé dans ce cas. Parce qu'il n'y a pas autre moyen. Voyez, la MONUSCO, aujourd'hui, c'est le prolongement de l'ONU en 1961. Tout à fait. Vous avez dit dans l'introduction, ça finit par tuer beaucoup de Congolais, inclus les éléments de la MONUSCO et leur secrétaire général. Et la décision maintenant de l'ONU. Et je déplore ça parce que ça vient des politiciens. Le problème que nous sommes en train de vivre, oui, je suis d'accord avec le président Kamere, c'est nous les politiciens congolais, mais c'est aussi les politiciens qui sont à New York. Parce que lorsqu'il y a eu les tueries sur Katanga, en 61, c'était toujours les intérêts de certains pays qui étaient en train de prendre des décisions à partir de New York. Oui, mais aujourd'hui, moi je constate que maintenant il y a une résolution. On donne le pouvoir à l'ONU de pouvoir entrer en guerre avec les Congolais sur leurs propriétaires. Moi, je trouve que c'est une grande erreur. Oui, mais si dans le même temps, ces Congolais sont en train de s'entretuer, de violer, comme c'est le cas, si dans le même temps, on arme certains pour aller déplacer des populations, pensez-vous que la communauté internationale doit détourner le regard? Non. Moi, je ne pense pas que la communauté internationale doit détourner le regard. Je crois que le schéma sur lequel on était, c'est un bon schéma. Il faut parler avec tout le monde. Oui, mais ça fait des années qu'on parle, hein? Écoutez-moi bien. Les gens sont en train de parler à Kampala, mais en même temps, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo est en train d'insulter les gens qui sont en train de négocier. Comment voulez-vous qu'on puisse arrêter les massacres et toutes les violations des droits de l'homme? Ça n'encourage rien.
moi je trouve que les gens doivent se mettre autour de la table. Je ne néglige personne. Il est temps qu'au Congo, qu'on puisse parler de notre propre sort. Et ainsi, on va diminuer le rôle de la MONUC ici au Congo. Et si on lui donne encore plus de pouvoir, j'ai peur que les dégâts puissent continuer, qu'on puisse faire de l'Est maintenant là, vraiment, les Katanga d'hier. Vital Kamerhe, quelle réaction à cela? Vous pensez que l'on peut transformer l'Est du Congo, Katanga d'hier, si la MONUSCO venait à être armée? Non, je ne dis pas exactement cela. Moi, je crois que ce que nous devons retenir ici, c'est que le peuple congolais dans son ensemble, et les acteurs politiques, nous avons toujours fustigé le fait que le mandat de la MONUSCO était un mandat qui était timide. Et nous avions toujours demandé que la MONUSCO puisse assister nos populations qui sont en train de se faire tuer. Et qu'il était inacceptable qu'on tue les gens sous la barbe de la MONUSCO. Qu'il était inacceptable qu'on viole et qu'on déplace nos populations. Mais je reviens encore sur ce que j'avais dit. Nous avions réussi, grâce à la communauté internationale, puisque Moustapha Niasse avait été nommé envoyé spécial. On avait signé l'accord global des Sun City. Mais nous sommes limités seulement sur des résolutions périphériques. On n'a pas mis en place une armée nationale et une justice qui sanctionne. Et les gens se croient dans le droit de revenir sur les mêmes actes qui sont répréhensibles. Ce que nous devons retenir ici, c'est que la communauté internationale doit prendre toutes les précautions voulues. Puisque quand on met les Maï-Maï au même niveau que l'FDLR, il y a un petit problème qu'il faut résoudre. Il faut préciser ce que c'est l'FDLR. Mais je crois que l'FDLR, ce sont les ex-FARC Interahamwe, les Hutus qui sont venus chez nous à la suite du génocide de Rwanda et qui sont recherchés par la communauté internationale. Moi, j'ai dit qu'il y a eu deux mécanismes que nous avons définis avec la MONUSCO. Il y a les DDR pour les Maï-Maï, c'est-à-dire les désarmements, démobilisation et réinsertion. Mais il y a les DDR, RRE avec 3 R, désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réinstallation des groupes armés étrangers, que ce soit de l'Ouganda ou du Rwanda. Et que nous devons prendre toutes les précautions voulues, puisque nous avons eu une autre force qui avait fonctionné dans l'Ituri. Il fallait préparer le terrain pour éviter de somaliser l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train là de planter un cocktail Molotov si on ne prend pas un minimum de précautions. Une autre précaution, on ne peut pas venir intervenir à l'aveuglette dans un pays où les acteurs politiques sont en train de fuir, où la société civile est en train de crier, personne ne l'écoute. Nous devons avoir un minimum de cohésion nationale pour refonder le pacte républicain qui a été brisé et qui était le socle de tous les travaux de Sun City. Et moi, je crois que c'est faisable. Là, on a entendu beaucoup de choses et de belles idées, mais jusqu'à présent, on a l'impression que les Congolais ne veulent pas discuter. Et il va bien falloir peut-être qu'il y ait cette MONUSCO qui est une autre mission pour pouvoir ramener la paix dans la région et vous mettre autour d'une table.